pour la 4e édition du prix Ado organisé par la médiathèque, nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Thomas Lavacherie, auteur du roman Ramulf, qui est le grand vainqueur de ce prix, de cette édition 2016. Alors les jeunes qui sont présents autour de la table aujourd'hui, donc Gabriel, Cyprien et Noé, ont adoré ce roman initiatique, le personnage de Ramulf et toutes les aventures, les rebondissements et les épreuves que les héros traversent pour échapper à la mort. L'auteur va nous faire l'amitié d'être avec nous par téléphone tout à l'heure depuis la Belgique pour répondre à toutes les questions que les membres du jury peuvent se poser. Juste une petite précision concernant les participants justement parce qu'il y a Lisa qui n'a pas pu être là aujourd'hui ainsi que Jade. Donc on va pouvoir présenter un petit peu Thomas Lavacherie pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Donc je peux céder la parole à Noé par exemple. Donc Thomas Lavacherie a 50 ans et vit à Bruxelles. Comme tout Belge qui se respecte, il a d'abord été dessinateur de bande dessinée et il a publié ses premières planches à 18 ans dans le magazine Tintin. Aujourd'hui, il est documentariste et il a tourné 2 films, Un monde sans père ni mari sur les Mozos, une ethnie chinoise, ainsi que L'homme de Pâques, retraçant une expédition scientifique menée en 1934 à laquelle participait son grand-père. En 2002, il a écrit Norn le Morphir, un roman fantastique inspiré d'une histoire que vous racontiez le soir à votre fils aîné, Jean. Ce livre a obtenu le prix Sorcière en 2006, publié à l'École des loisirs, Les aventures de Björn le Viking, compte 7 tomes à ce jour et vous avez entrepris son adaptation en bande dessinée avec la complicité du dessinateur Thomas Gilbert. En 2015, vous avez alors publié Ramulf à l'École des loisirs. Donc on va pouvoir céder la parole à Gabriel pour un petit pitch du roman. On dit qu'il est un peu simplet, aussi démuni qu'un enfantelet et incapable de méchanceté. Pourtant la tête de Ramulf vient d'être mise à prix. Le jeune homme a laissé échapper le singe qu'il venait d'acheter au marché et la créature en a profité pour se moquer publiquement de Jeanne, la pieuse, poétesse et fille de duc. L'humiliation est si grande quand elle a fait sombrer la noble dame dans une dépression mortelle. Enragé par la haine, le chevalier de Montluc, secrètement épris de Jeanne, a juré d'avoir la tête de Ramulf et celle de son animal. Il a lancé à leur poursuite sa bande de colériques, des guerriers sans pitié ayant survécu au choléra morbus. Il faut fuir, quitter le royaume de Lotharingie au plus vite. Pour tous, Ramulf n'a pas la moindre chance d'échapper à ses poursuivants, et pourtant, la chasse à l'homme ne fait que commencer, et va tenir le lecteur en haleine pendant 600 pages. Cyprien, tu peux prendre la suite si tu veux. Formidable roman initiatique, Ramulf nous entraîne dans un univers foisonnant, et surtout parmi une galerie de personnages vraiment épatants. Ramulf, ce jeune homme à l'esprit vagabond, étiqueté à tort d'un simple d'esprit, va, au fil d'une traque haletante et de rebondissements très bien menés, se révéler dans toute sa complexité. Les caractères des personnages secondaires sont tout aussi bien travaillés que celui de notre jeune héros, et le plaisir de lecture ne faiblit jamais. L'auteur distille l'air de rien, des informations historiques et des réflexions philosophiques tout au long du récit, ce qui ne gâche rien. J'ai refermé ce livre avec regret, tant j'aurais voulu continuer à cheminer aux côtés de Ramulf et de ses compagnons divers et variés. Un livre pour les adolescents, mais aussi pour les adultes qui ne dédaignent pas un bon roman d'aventure de temps à autre. Bonjour Monsieur Lavacherie. Bonjour. Je veux d'abord peut-être me présenter. Je suis Catherine. Je travaille avec Nathalie à la médiathèque et c'est notre équipe qui organisons ce prix Ado. Donc nous sommes ravis de vous avoir au téléphone et surtout félicitations pour ce prix que vous avez brillamment gagné. Merci beaucoup. Merci. J'étais ravi de l'apprendre en tout cas. Voilà, nous avons un petit peu préparé notre petite conversation avec vous. On a beaucoup de choses à voir avec vous. Je sais pas. Eh bien, je vous écoute avec grand plaisir. On va peut-être d'abord se présenter tous les uns après les autres. On est 5 autour de la table. Voilà, ça va être vite fait. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Voilà. Bonjour, moi c'est Cyprien. Bonjour, donc je suis Nathalie, je travaille avec Catherine. Ouais. Et moi c'est Noé. Noé, donc 3 garçons. 3 garçons autour de la table, Ouais. Oui, il manque 2 participantes, 2 filles Ah oui, qui c'est n'ont ça, pas parmi pu les être lecteurs, là. donc parce que Oui. ce sont les 3 lecteurs et ces 3 garçons. Ça va, mais je note, hein, c'est juste pour savoir. Voilà. Mais il y a 2 filles normalement, mais bon, Oui, voilà, qui ne sont on les pas là. excuse. Ok. Alors, qui se lance dans les questions?
Donc, d'où vous est venue cette histoire, le personnage de Ramulf, et pourquoi cette époque? Alors, en ce qui me concerne, les débuts d'histoire, c'est souvent d'abord des images qui me viennent, des espèces de visions mentales. C'est d'abord assez flou, ce sont des décors, des bribes de personnages, et puis ça se précise petit à petit. Et ça m'arrive pas tous les jours, ce genre de vision, mais ça m'arrive quand même régulièrement. Et si ce petit film intérieur est très attrayant, eh bien alors seulement je commence à réfléchir à une intrigue, et puis les choses se précisent, les personnages se précisent, et puis si ce que je commence à concevoir me plaît, je vais encore plus loin, c'est-à-dire vers l'écriture. Alors, pour ce qui est de l'époque, je dirais que le Moyen-Âge m'a toujours intéressé. Et puis c'est aussi une époque où, je dirais que pour un romancier qui écrit des romans d'aventure, c'est vraiment une époque assez bénie, parce que l'image qu'on en a, en tout cas, que les historiens change un peu, rectifie parfois, elle est assez noire, et évidemment ça me plaît, parce que quand il y a du danger, quand il y a des guerres et toutes sortes d'horreurs aussi, tout ça c'est du pain béni pour un romancier. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai souvent choisi le Moyen-Âge, même si c'est pas du tout la seule époque que j'ai traitée. D'accord. Merci. Mais vous vous documentez beaucoup sur cette. Vous êtes beaucoup documenté pour écrire, ou vous connaissiez déjà? Je documente pas mal, mais évidemment ces romances-là, c'est-à-dire à la fois Ramulf et ma série principale qui est liée à Ramulf parce que ça se passe dans le même univers, Björn de Morfir, ce sont pas des romans historiques. Donc les renseignements que je prends, c'est plus pour nourrir mon imagination que pour essayer de coller à la vérité historique, avec laquelle je prends beaucoup de liberté. Mais enfin, oui, je me renseigne quand même pas mal pour savoir comment les gens s'habillaient, comment était construit un château, je sais pas moi, sur les armes, sur la nourriture. Et puis à partir de ça, je me permets de prendre des libertés, d'inventer des choses par là-dessus. Donc voilà, je dirais que c'est plus une nourriture pour mon imagination qu'un travail sérieux historique que doit faire un romancier historique que je ne suis pas. En tout cas dans le cas de Ramulf, que je ne suis pas dans le cas de Ramulf. Parce qu'il m'est arrivé, j'ai écrit par exemple une nouvelle qui s'appelle J'irai voir les Sioux, où là, mon propos c'était vraiment de respecter tout ce que nous pouvons savoir sur les Indiens Sioux. Là j'ai vraiment voulu que tout ce que je raconte soit juste. Alors ça c'est une autre façon de travailler. Ici avec Ramulf, comme avec Björn de Morfir, je suis encore une fois très très libre par rapport à l'histoire, mais elle me nourrit. Au suivant. Ok, je vais continuer alors. J'aimerais savoir en fait quelles sont vos influences, vos inspirations, et du coup voir un peu plus votre univers pour tout ça. Les influences littéraires, par exemple? Ouais, par exemple. Alors ça, mes influences littéraires sont pas peut-être celles qu'on imagine d'abord, c'est-à-dire c'est assez peu l'heroic fantasy. Tolkien que j'ai lu n'est pas vraiment une influence forte. Ce sont plutôt, je dirais, les romanciers d'aventure. Les Français du 19e et principalement Alexandre Dumas. Les Trois Mousquetaires, ça a été très important pour moi comme influence à toutes sortes de niveaux, entre autres techniques. J'ai beaucoup fait mon école de romancier dans Alexandre Dumas. Et puis, il y a d'autres choses qui m'ont vraiment marqué dans les Trois Mousquetaires, l'importance accordée au monde matériel, à la nourriture, aux odeurs, tout ça. L'évolution des personnages aussi, qui est vraiment quelque chose qui m'a toujours fort intéressé, c'est-à-dire le fait de faire changer les personnages, leur psychologie, les rapports qu'ils ont entre eux. Ça, c'est très présent dans les Mousquetaires, et ça m'avait fort marqué lors de ma première lecture de ce roman, sans doute vers 18-19 ans.
Voilà, et puis alors il y a aussi les grands romanciers d'aventure anglo-saxons, je pense à Melville, à Stevenson bien sûr, J.M. Faulkner, l'auteur de Moonfleet, un roman qui est un petit peu moins connu mais qui est une vraie merveille, Joseph Conrad, enfin voilà, je dirais que ça ce sont mes références et ce sont certainement les auteurs qui m'ont influencé bien plus encore une fois que les auteurs d'Heroic Fantasy. D'accord, merci. Moi, j'aurais voulu savoir si, quand vous écrivez, l'histoire, elle est toute tracée dans votre tête ou vous improvisez au fur et à mesure de l'écriture? Alors, les romanciers sont très différents à ce niveau-là. Il y a ceux qui préparent beaucoup, qui font des résumés importants, genre 40 pages de résumé avant de commencer. Et puis il y a ceux qui partent complètement à l'aventure, sans savoir du tout où ils vont, sans connaître la fin. Moi, je suis entre les deux. Donc je vous ai raconté comment me vient une idée au départ. Une fois que je suis sûr que je vais me lancer dans une histoire, eh bien je réfléchis à une intrigue pendant quelques jours, et puis quand elle est assez claire dans ma tête, j'en écris un résumé qui fait en général 4 ou 5 pages. Résumé que je réécris plusieurs fois, jusqu'à quand mon squelette d'histoire tient vraiment la route, que les enchaînements logiques me satisfont, et puis je me lance. Et donc ça veut dire que il y a une part d'improvisation qui est très importante, parce qu'en démarrant avec 4 ou 5 pages pour arriver à un roman comme Ramulf par exemple, qui en fait 600 et des, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas à l'avance, et ça me convient très fort. C'est-à-dire à la fois de ne pas partir complètement à l'aventure, d'avoir cette base, de connaître la fin de mon histoire en commençant, et puis aussi d'improviser beaucoup, de découvrir énormément de choses au fur et à mesure, parce que ça c'est vraiment un besoin. Si je sais trop à l'avance ce que je vais faire, parce que ça m'est arrivé de maturer vraiment longtemps, généralement des histoires courtes, alors au point que j'en connaissais les moindres détails avant de me mettre à mon ordinateur. Ben là, dans ces cas-là, finalement, j'écris pas l'histoire parce que j'ai plus envie, quelque part, elle est déjà écrite et ça ne m'amuse plus. Donc voilà, c'est vraiment à la fois cette sécurité d'un résumé bien construit et ce besoin d'une improvisation quand même très importante. D'accord, merci. Ben justement, concernant l'écriture de l'histoire, moi j'aurais aimé savoir quels étaient vos rapports avec votre éditeur, l'École des loisirs, s'il y avait beaucoup de remaniements au fur et à mesure de l'écriture, ou si vous aviez un champ libre, voilà, s'il y avait eu beaucoup de corrections ou pas. Alors, ça ne se passe jamais pendant l'écriture. Donc quand j'écris un roman, je l'écris tout seul. Oui. Ensuite, quand j'ai terminé, avant de l'envoyer à mon éditrice, Geneviève Brisac, je le fais lire autour de moi. Par mon fils aîné, par mon épouse, et généralement un ou deux amis ou amies qui ont la gentillesse de le lire. C'est pas toujours les mêmes, ça peut varier. Et alors ça me permet d'avoir déjà une série de réactions, de suggestions, de remarques, de critiques qui me permettent une première correction du texte. Moi-même, je le relis pas mal, et aussi avec un peu de recul, parce que quand on relit un texte après un mois, on voit des tas de choses qu'on ne pouvait pas voir quand on avait encore le nez dessus. Et puis, quand le texte est suffisamment corrigé à mon goût, je l'envoie à mon éditrice, et alors là, évidemment, elle travaille à deux. Il y a Geneviève Brisac et Chloé Marie, elles lisent toutes les deux, et elles me font encore une série de remarques, de suggestions, qui sont le plus souvent très très satisfaisantes de mon point de vue, quoi. C'est très très rare qu'il y ait quelque chose qu'elle me demande ou qu'elle me propose qui ne me plaise pas vraiment. Et si c'était le cas, donc, par exemple, si elle vous demandait de faire une correction qui ne vous plaît pas, vous seriez obligé de la faire? Il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. Je pense que, bon, évidemment, si c'était quelque chose de très important, de fondamental, oui. Là, on pourrait imaginer qu'on ne s'entende pas, mais ça n'est jamais arrivé. Oui, c'est un partenariat. Ouais, voilà. Très bien, merci.
Alors, moi, je voulais savoir à quel moment vous avez eu ce déclic d'être auteur et justement d'écrire. Est-ce que vous avez eu une influence, je sais pas, dans un entourage ou est-ce que c'est venu comme ça? Dans un premier temps, j'ai eu comme tout le monde d'autres envies, plusieurs envies avant d'être sûr de vouloir écrire. Je me suis d'abord fort intéressé aux animaux. Quand j'avais 14-15 ans, je voulais être zoologue. Ensuite, ça a été la bande dessinée. Alors ça, pendant vraiment plusieurs années, je voulais devenir dessinateur de bande dessinée. J'ai même commencé un peu cette carrière vers 18-19 ans, faisant paraître des petites histoires dans le journal Tintin, en adaptant pour le dessin en bande dessinée une série télévisée qui s'appelait Téléchat, qui a eu un grand succès à une certaine époque. C'est Roland Topor qui avait créé ça. Et puis à partir de 18-19 ans, m'étant mis à lire des romans de manière vraiment boulimique, alors qu'auparavant j'en lisais assez peu, eh bien assez vite je me suis dit voilà, finalement c'est plutôt ça que j'ai envie de faire, écrire. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bon, d'abord qu'il y avait quand même des précédents dans ma famille. Il n'y avait pas d'écrivain professionnel, mais à peu près tous les hommes de ma famille écrivaient. Mon père, qui était professeur de pédagogie, a écrit un roman à la fin de sa vie. Son père, qui est un peu le grand personnage de la famille, c'était un archéologue, conservateur de musée. Il a fait partie d'une expédition célèbre à l'île de Pâques. C'est vraiment le grand bonhomme dont on parlait toujours. Lui aussi a écrit un roman à la fin de sa vie qui se passe à l'île de Pâques. Son père, mon arrière-grand-père, a publié plusieurs romans. Et il y a encore le père de ma mère qui écrivait des pièces de théâtre. Donc tous ces types faisaient autre chose comme métier, mais je dirais que c'était quand même marquant. C'était un environnement très favorable, et puis évidemment au niveau de la compréhension, de l'encouragement que j'ai pu avoir, c'était évidemment assez idéal. Voilà, donc je sais pas ce que je pourrais rajouter. Non, c'est vraiment une envie, comme pour la plupart des auteurs, qui est venue par la lecture, quoi. Quand on devient lecteur passionné, on se dit un jour, moi c'est ce que j'aurais envie de faire. Alors évidemment, ça c'est une première chose, et puis après on essaye, on s'y met, et on voit si ce qu'on a envie de faire est possible ou pas. Et moi j'ai découvert en écrivant mes premiers textes, donc vers 18-19 ans, c'était plutôt des nouvelles que des romans, que ça me plaisait énormément, que j'avais de l'imagination. Et aussi, j'ai découvert que j'étais encore loin du compte, que j'étais pas encore du tout capable d'écrire un roman publiable, parce que j'avais pas la technique, j'avais pas la maturité, mes textes n'étaient pas encore assez clairs, assez bien structurés, je m'en rendais compte, on m'aidait aussi un peu à m'en rendre compte. Donc voilà, entre le moment où je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire et le moment où j'en ai été capable, il s'est passé un paquet d'années pendant lesquelles j'ai fait d'autres choses, mais toujours avec cette idée de devenir écrivain un jour. Donc vous êtes écrivain à part entière, enfin vous faites pas un autre... c'est vraiment mon métier. Alors il y a des choses évidemment qui vont avec, comme les rencontres scolaires, des conférences. J'enseigne aussi un petit peu à l'université de Lille où j'anime un séminaire, mais ce séminaire s'appelle Pratique de l'écriture. C'est dans le cadre d'un master pour des futurs libraires et éditeurs jeunesse, mais mon séminaire, c'est une espèce d'atelier d'écriture, disons, pour simplifier. Donc, ce que je fais d'autre que l'écriture proprement dite est lié à mon métier d'écrivain. Et là, quand vous avez écrit Ramulf, vous l'avez écrit en pensant que ça allait être un public adolescent ou c'est un roman que vous avez pensé pour tout public, ou comment ça se fait qu'il se retrouve dans les rayons des ados? D'abord parce que j'ai commencé par là, et donc je dirais que à peu près tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent a été publié à l'école des loisirs dans des collections pour ados. Alors quand j'ai commencé Ramulf, oui, j'avais vraiment l'idée que ce serait pour des ados, grands ados et adultes. Parce que moi c'est toujours un peu comme ça que je vois les choses. Enfin, quand je dis toujours, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a aussi des romans que j'écris pour les plus jeunes, dans la collection Mouche de l'école des loisirs par exemple. Alors là c'est vraiment très clair que j'écris pour de jeunes ados, mais Björn de Morfir comme Ramulf, dans mon esprit, c'est du roman pour tous. Mais
mon premier lectorat, quand même, c'est des adolescents, des grands adolescents. Et donc, ça fait quand même que je n'écris pas tout à fait comme j'écrirais pour des adultes. Si j'écrivais un roman exclusivement pour les adultes, ce ne serait pas écrit tout à fait de la même façon. Alors, ça serait quoi les différences? Oh Non, mais qu'est-ce qui fait que voilà, c'est un roman pour ados ou un roman pour adultes? Un roman pour tous, je dirais. C'est un roman pour tous, mais oui, à partir du moment où il est pour tous, il faut tenir compte du fait que qu'il y a une grande part du lectorat qui est un lectorat adolescent. Alors les différences, je dirais qu'en ce qui me concerne, qu'est-ce que je pourrais dire? Au niveau vocabulaire, je fais de moins en moins d'efforts. Quand j'ai commencé Björn de Morphir, je faisais attention à ne pas utiliser de mots trop compliqués. Je me retenais un peu à ce niveau-là. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a presque... je pense que j'écrirais pas tellement différemment. Alors il y a, je dirais peut-être la violence, même si elle est présente, hein, ça vous l'avez pu le remarquer dans Ramulf, mais bon, j'essaye de rester plus dans l'évocation que dans une violence crue qu'on peut trouver dans des romans d'aventure ou je sais pas moi de fantaisie pour les adultes. Maintenant, il se trouve que ça correspond aussi à ce que j'aime faire. Je ne sais même pas si écrivant vraiment pour les adultes, j'irai tellement plus loin là-dedans. Et alors il reste le sexe évidemment, où là, je dirais que l'amour est présent et le sexe est évoqué, mais il n'y a pas de description. Je ne me permettrai pas une scène de sexe à la Henri Miller dans un livre de la collection de l'école des loisirs. Maintenant, là encore, est-ce que le jour où j'écrirai pour les adultes, j'irai vers ce genre de scène? Je ne pense pas, parce que c'est pas tellement mon truc non plus. Donc il se trouve que toutes ces petites réserves correspondent aussi très fort à ce que naturellement je pense que je suis porté à faire. J'ai une petite question, moi. À quel point vous êtes satisfait de Ramulf, en fait? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est mon préféré. Dans tout ce que j'ai écrit, c'est vraiment le livre que je préfère. Donc je suis le plus content. Parce que j'ai l'impression, à tort ou à raison d'ailleurs, hein, parce que je peux me tromper, ceux qui ont lu beaucoup de mes livres pourraient avoir un avis tout à fait différent, mais j'ai l'impression de faire des progrès, d'écrire mieux. Je parle ici du style, j'ai l'impression que mes personnages sont de plus en plus riches, complexes. J'ai l'impression de mieux réussir les personnages féminins qu'avant. Ça peut paraître rigolo, mais c'est pas toujours simple de créer pour un homme un personnage de femme qui ne tombe pas dans le stéréotype, qui soit vraiment riche. Enfin bref, j'ai l'impression d'avoir progressé à ce niveau-là. Voilà, donc c'est vraiment un roman que j'aime bien. Maintenant, c'est pas non plus pour ça que j'en suis complètement satisfait. Chaque fois que je relis un livre, j'ai des choses que j'aurais envie de changer. Et puis bon, il y a aussi le fait que je dirais qu'il y a des tas de choses que j'estime bien supérieures à ce que je peux faire. Mais bon, ça c'est l'évidence. Je dirais que si je voulais, si il peut m'arriver parfois, comme à tout le monde, de me prendre un peu trop au sérieux, il suffit que je me retourne, que je prenne le premier roman dans ma bibliothèque de livres préférés pour me calmer et voir qu'il y a des gens qui font 1000 fois mieux que moi. D'accord. Et du coup, c'est quoi le roman ou une autre œuvre, par exemple une BD, ou enfin l'œuvre que vous avez faite qui vous plaît le moins en fait? Qui me plaît le moins ça c'est difficile, parce que en général quand je publie un truc, c'est quand même que j'en suis content. Alors il y a toujours des réserves, toujours des choses que j'aurais envie de changer, mais enfin je ne pense pas avoir jamais publié quelque chose dont je ne suis vraiment pas content, quoi. Je suis toujours suffisamment content pour le publier, et donc je sais pas, j'ai pas un canard boiteux ou un roman, une BD ou un album dont je pourrais dire non, celui-là, si je pouvais le rayer de ma liste, je le ferais tout de suite. Non, ça j'ai pas. D'accord, merci. Sinon, quel conseil vous pourriez donner à un jeune qui veut se lancer dans l'écriture comme ça? Qu'est-ce que je
pourrais dire? Bon, ben, il y en a beaucoup. D'abord de lire énormément et de relire. Je sais pas si vous le faites parfois, mais c'est sûr que quand on relit, quand on lit aussi comme un futur écrivain ou un écrivain en herbe, c'est-à-dire d'une façon un peu différente que tout le monde, parce qu'on a à la fois on est complètement dans l'histoire, on s'identifie au personnage, on vibre avec l'aventure, mais en même temps on a ce deuxième nous-mêmes qui essaye de regarder un peu comment c'est fabriqué. Et c'est sûr qu'en relisant les auteurs qu'on aime, qu'on admire, il y a des tas de choses qu'on apprend. Il n'y a pas vraiment d'école encore aujourd'hui, ou très très peu en France, en Belgique, alors qu'aux États-Unis, il y a plein de cours d'écriture créative dans les universités, etc. Ici, on apprend, pour la plupart d'entre nous, on apprend tout seul. Et donc la première école, c'est la lecture. Donc lire, relire encore, lire des mauvais livres aussi, ça peut être très très bien pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, je dirais commencer par des textes courts, ne pas se lancer tout de suite dans un roman parce que c'est décourageant. Je pense aussi qu'on apprend mieux en écrivant 10 textes de 20 pages qu'un texte de 200, parce que chaque fois on termine quelque chose, on prend du recul. Enfin bon, vraiment je préconise ça pour commencer. Se cultiver beaucoup, être curieux de tout, lire plein de choses, parce qu'évidemment dans l'inspiration il y a ce qu'on vit, ce qu'on éprouve soi-même dans sa propre vie, mais pour enrichir tout ça, au plus on sait de choses, et moi par exemple mes études d'histoire de l'art m'ont énormément appris, j'ai lu énormément de choses sur des époques, des cultures différentes, et ça a énormément nourri mon imagination. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Bon, peut-être pour commencer, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué au niveau technique de l'écriture, c'est la dramaturgie de Yves Lavandier. Et alors, c'est pas destiné aux romanciers, c'est destiné aux dramaturges, aux auteurs de scénarios, éventuellement aux auteurs de BD. Mais enfin, il y a beaucoup d'outils techniques intéressants là-dedans. Alors, ce que je dis souvent, inspiré de ce livre pour les jeunes auteurs qui commencent, je dis, c'est vrai que pour commencer, une histoire dont le personnage, le protagoniste, a un objectif très clair très tôt dans l'histoire et à qui on met des tas d'obstacles, d'ennuis sur le chemin vers cet objectif, eh bien c'est ce petit schéma narratif-là, pour commencer, c'est peut-être pas mal, parce que ça résout toutes sortes de choses. Un exemple d'ailleurs dans la grande littérature, c'est celui de Joseph Conrad. Joseph Conrad qui est un de mes auteurs préférés. Quand il a commencé, et même pas seulement à ses débuts, il y a des moments où il était vraiment bloqué, où il restait des jours, des semaines devant sa page blanche, et il n'arrivait pas à trouver quoi écrire. Et il y a un roman dans la première partie de sa carrière qui est un chef-d'œuvre absolu et qu'il a écrit très facilement, c'est Au cœur des ténèbres. Et Au cœur des ténèbres, ça raconte quoi? Une quête, c'est-à-dire l'histoire d'un personnage qui a un objectif très clair, très tôt dans l'histoire, et sur le chemin vers cet objectif, en l'occurrence il s'agit d'aller chercher un type qui est dans la brousse malade et qu'il faut ramener. Et bien sur le chemin vers cet objectif, il y a pas mal il y a même plus que pas mal, il y a plein d'obstacles. Donc inconsciemment, parce que lui il n'avait pas lu la dramaturgie de Yves Lavandier, inconsciemment, en suivant ce schéma narratif, eh bien, il s'est trouvé que toutes les difficultés qu'il avait connues dans des exercices précédents, eh bien, tout ça s'est aplani parce qu'il a suivi ce petit schéma. Donc même Joseph Conrad, en appliquant ce petit schéma que je conseille souvent dans les classes, eh bien, a trouvé, a écrit quelque chose beaucoup plus facilement que d'habitude. D'accord, merci. Moi, j'ai une petite question aussi concernant une adaptation peut-être en bande dessinée, comme vous avez fait pour l'autre série Björn le Viking. Est-ce que c'est dans les tuyaux, ça, une adaptation de Ramulf en bande dessinée? Il n'y a encore rien du tout de décidé, mais c'est pas du tout impossible, parce qu'on va adapter l'ensemble de la série Björn le Morfir. Oui. Donc là, on a encore 2 albums à faire. À partir du moment où Björn et Ramulf sont liés, puisque ça se passe dans le même univers que les 2 personnages, là je suis justement en train dans les derniers chapitres de Björn le Morfir et du dernier épisode des aventures de Björn le Morfir,
Morfir, en fait, Björn et Ramulf vont se rencontrer. Donc il y a vraiment un lien entre la série et Ramulf. Il n'est pas du tout impossible que Ramulf soit adapté après, quand on aura terminé l'adaptation de Björn de Morfir. On aura hâte de découvrir alors la bande dessinée. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages. On visualise, toute une faune une foule de personnages qu'on aurait bien envie de découvrir un peu, peut-être dans des prolongements, ou c'est pas prévu ça de refaire. A priori non. J'ai pas pensé continuer ou bon, je sais pas. Ça peut toujours venir. J'ai une amie qui était une des premières lectrices de Ramulf, Kitty Crotter, qui est une illustratrice merveilleuse, et qui avait flashé sur le personnage de Isabelle Collin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la dame qui conduit Childéric en Anglie. Elle a un petit bateau et voilà, elle me disait tiens, ce serait chouette que tu fasses un livre, un roman de ce personnage-là. Bon, moi, je n'avais pas du tout eu cette idée, mais on ne sait jamais. Il n'est jamais impossible que je reprenne Ramulf à un moment donné. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. D'accord. Mais en tout cas, c'est pas prévu. Ça peut juste me tomber dessus un jour ou l'autre. On verra. J'avais une question, je voulais savoir en ce moment qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez que justement des romans d'aventure, ou est-ce que vous vous inspirez vraiment de ce que vous lisez en ce moment pour écrire Ça peut effectivement m'arriver que quelque chose que je suis en train de lire m'inspire. Ça peut arriver, mais alors je dirais que c'est souvent une inspiration assez superficielle. C'est-à-dire, je sais pas, moi, j'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais je sais pas, je pourrais avoir un livre où il y a un animal qui joue un rôle, et tiens, justement, j'ai besoin d'un animal dans Björn, et je me dis, ça pourrait être cet animal-là, enfin, des choses comme ça. Maintenant, évidemment, pour ce qui est de l'inspiration la plus profonde, ça en général, c'est pas des lectures récentes, c'est des choses d'abord qui sont souvent difficiles à identifier pour moi, ça vient de très loin, ça vient de l'inconscient, c'est pas toujours. Et puis, quand je m'inspire d'un roman pour vraiment créer je sais pas moi, une scène fondamentale ou un personnage important d'une histoire, alors je remarque que c'est plutôt des livres lus il y a longtemps, dont les personnages et les scènes m'ont énormément marqué, mais je dirais que c'est digéré depuis longtemps, quelque part, et alors j'en fais quelque chose de personnel, et qui peut effectivement être très important. Bon, par exemple, dans Björn de Morfir, il y a un des personnages principaux qui s'appelle Ketil le Rouge, et bien il est inspiré, ce personnage, de deux personnages des Trois Mousquetaires, Athos et Porthos. Mais bon, c'est vraiment un cas comme celui-là, ça n'arrive en général pas quand il s'agit de lectures récentes. C'est plus des choses plus anciennes. Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Qu'est-ce que je lis en ce moment? Je viens de terminer avec Vue sur l'Arnaud, qui est en fait un livre de Forster qui a été adapté au cinéma par James Ivory sous le titre de Chambre avec vue. Donc c'est un roman qui se passe en partie en Italie, en partie en Angleterre, au début du XXe siècle. C'est un roman tout à fait délicieux, plein d'esprit. C'est vraiment un grand auteur. C'est lui qui a écrit La Route des Indes, par exemple. Et en même temps, je relis les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, qui est un de mes auteurs favoris, entre autres pour le style. Je trouve qu'on n'a jamais mieux écrit le français qu'au XVIIIe siècle. Et en particulier, lui, c'est une prose qui me fascine toujours, parce que c'est d'une clarté extraordinaire. J'ai l'impression aussi qu'il y a une espèce d'économie qu'on n'a plus retrouvée après, comme si le français était plus malléable à cette époque, et donc ces types-là, ils écrivent en 3 phrases ce que les grands auteurs d'un siècle plus tard ou d'aujourd'hui écrivent en 5, et je trouve ça tout à fait fascinant. Donc là,
c'est vraiment, c'est presque hygiénique, je dirais. Je relis les Confessions assez souvent, ou d'autres livres de Rousseau ou des grands auteurs du XVIIIe, juste pour me replonger dans ce que j'estime être le plus beau français qu'on ait jamais écrit. Ah, d'accord, merci beaucoup en tout cas. Plus de questions, les garçons? Si, j'en ai encore. Ça vous arrive d'avoir des pannes sèches, des blancs, et vous saviez plus quoi écrire? Non, c'est très rare. C'est très rare. Je dirais que j'ai rarement pas d'idées. Ce qui m'arrive, c'est des mauvaises idées. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je démarre avec un résumé assez court d'une histoire, et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'improvisation, et si je fais ça, c'est parce que c'est ma manière de faire, c'est comme ça que je trouve du plaisir à écrire, mais évidemment c'est un peu casse-gueule, parce que quand on n'a pas tout prévu, on peut de temps en temps se fourvoyer, prendre un chemin qui n'est pas idéal, et donc ça m'arrive certainement 4 ou 5 fois dans un processus d'écriture vraiment de dérailler, je dirais, c'est la meilleure image. Tout à coup, j'ai une idée, quelque chose qui en fait n'est pas une bonne idée, et puis alors je dois m'arrêter, parce qu'assez vite je sens que ça marche pas, qu'il y a un truc qui fonctionne pas, donc je m'arrête, j'essaie de comprendre ce qui va pas, et puis une fois que j'ai identifié le problème, je repars d'un bon pied. Généralement, je sacrifie quelques pages, voire un chapitre ou deux, et voilà. Mais pas d'idée, c'est des pannes sèches comme vous dites, non, ça c'est vraiment très rare. Et alors, Ramulf, il est né en combien de temps? 1 an, je dirais. D'accord. Oui, c'était à peu près 1 an de travail, mais évidemment avec des interruptions. Comme je vous ai dit, je fais pas mal de choses. Je fais des voyages, je fais des rencontres scolaires, j'enseigne. Donc bon, c'est pas 1 an en écrivant tous les jours, mais je sais pas combien. Si on mettait les journées bout à bout de travail, je sais pas combien ça ferait. Peut-être la moitié, peut-être 6 mois. Mmh. Et vous vous astreignez, vous vous dites, allez, aujourd'hui, je me mets 3 heures dans mon bureau, je bouge plus, j'en sors de là que quand j'ai fait un chapitre, ou c'est pas comme ça que ça se passe? Je sais pas, oui quand même, c'est assez, quand je suis en train d'écrire un roman, je me mets à mon ordinateur le matin, vers 9h, j'écris en général 2h30, et puis je recommence l'après-midi et je fais la même chose. Maintenant, je me dis pas je dois écrire 2h30. 2h30, c'est mon temps, naturel pour une séance de travail. Après, je m'essouffle un peu, je dois m'arrêter, changer d'air, faire autre chose, et puis j'y reviens après une pause de 2 heures, 2h30, et puis hop, c'est reparti pour 2h30. Voilà. C'est quelque chose qui est, pour moi, très très impressionnant, le travail d'écriture. Ouais, disons que c'est quand même très très chouette, hein. C'est-à-dire, je sais pas, je dis pas que c'est facile, parce que effectivement c'est difficile. Il y a des moments qui sont difficiles parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, si on prend une mauvaise voie, il faut essayer de résoudre des problèmes. Il faut aussi évidemment s'astreindre à être le plus original possible tout le temps, c'est-à-dire être très très exigeant avec soi-même. C'est jamais ou rarement la première idée qui vient qui est la bonne. Donc il faut tout le temps on est 2 personnes en fait quand on écrit. Il y a d'une part l'écrivain qui est censément inspiré et qui avance, et puis il y en a toujours un autre, soi-même, qui est en train de regarder ce qu'on fait par-dessus l'épaule et qui est très vigilant par rapport à l'originalité. Parce que ça, c'est quand même une des obsessions qu'on doit avoir. Il y a tant de choses qui ont été écrites, donc tout le temps on doit se dire comment est-ce que je peux faire pour ne pas faire ce qui a déjà été fait. Alors ça peut être vrai pour l'histoire dans son ensemble, pour l'idée de départ d'un livre, mais c'est aussi vrai pour des toutes petites choses, pour une scène, pour une réplique. On est tout le temps à se dire voilà comment faire pour que ce soit à la fois juste, évidemment, juste sur le plan psychologique, que ce soit beau au niveau stylistique, mais aussi original. Et puis il y a une autre obsession, c'est celle de la crédibilité. C'est-à-dire il faut vraiment essayer que, et surtout comme moi on raconte des histoires avec des dragons et des trolls, etc. Enfin, ça, il n'y en a pas beaucoup dans Ramulf, mais je veux dire, on est quand même dans quelque chose où il y a beaucoup de choses impossibles qui se passent. Donc, voilà, il faut vraiment essayer tout le temps d'être crédible. Et ça,
c'est un travail de détail, toutes des petites choses, à la fois sur la psychologie, la description des décors, la description des scènes, tout ça contribue à rendre les histoires crédibles, plausibles, et c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, et de réflexion, et de remise en question. J'ai encore des questions, moi, si ça ne dérange pas. Est-ce que vous avez déjà finalisé un roman, et en fait le roman il est jamais sorti? Une fois. C'était un roman que j'ai écrit il y a quelques années. Alors là, pour une fois, je suis parti complètement à l'aventure, ce que je n'ai plus fait après et que je n'avais jamais fait avant, c'est-à-dire sans vraiment savoir comment ça allait se terminer. Bon, c'est un roman d'habitude. Quand je me lance dans un truc et que ça ne va pas, que je suis pas à l'aise tout à fait, ben je m'arrête. J'ai comme tous les auteurs quelques romans commencés et interrompus. Et celui-là, je l'ai mené jusqu'au bout parce que j'aimais bien les personnages, parce qu'il y avait des scènes qui étaient, je trouvais, réussies. Et puis voilà, tout au long du processus, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais je me suis persuadé que ça allait quand même. En fait, il y a souvent une espèce de lutte entre l'instinct et la raison. Et alors la raison, elle peut parfois être traîtresse, dans la mesure où on essaye de se convaincre par toutes sortes de bonnes raisons qu'en fait ce qu'on est en train de faire est bien, mais pourtant on sent que c'est pas tout à fait le cas. Eh bien, s'il y a un conseil encore que je peux donner aux écrivains en herbe, c'est de toujours écouter son instinct. Si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en général, même si on n'est pas capable dans un premier temps d'expliquer ce que c'est, eh bien, si la sonnette d'alarme retentit, c'est qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas, il faut s'arrêter, il faut essayer de comprendre. Et là, comme un idiot, je suis allé jusqu'au bout, et pour me rendre compte, à l'arrivée, que le roman ne tenait pas la route, qu'il y avait des défauts fondamentaux, et que donc, voilà, ça valait pas la peine enfin, quand je dis que ça valait pas la peine, je l'ai quand même montré à mon éditrice, qui a vu les défauts importants, mais que je sentais déjà pas mal moi-même, et puis voilà, ce roman est dans un tiroir et il n'en sortira pas parce que je pense pas qu'il soit sauvable. Et dernière question, est-ce que quand vous adaptez vos romans en BD ou autres, vous faites les changements que vous disiez que, par exemple, quand vous lisez, ça vous plaisait pas? Est-ce qu'à ce moment-là, vous pouvez faire un changement? C'est un petit peu plus compliqué, évidemment, dans le cas de la bande dessinée, de changer après, parce que là, c'est pas moi qui dessine les planches. Si tout à coup je décidais qu'il y a 5 planches qui vont pas et qu'il faut les refaire entièrement, je dirais que, comme c'est pas moi qui fais le boulot, ce serait peut-être un peu compliqué. Donc j'essaye de résoudre les problèmes avant. Et comme on travaille vraiment ensemble, que je m'entends très bien avec Thomas Gilbert qui fait l'adaptation, il fait un premier découpage sur lequel je réagis, et puis tout au long du processus, avant que la mise au net soit faite, je réagis, je donne mon avis, et voilà. Alors évidemment, ce qu'on peut encore changer très tard, c'est les dialogues, hein. Ça, c'est pas très compliqué, on peut toujours changer ce qui est dit dans une bulle, rectifier un truc ou un autre, voilà. Donc bon, voilà, j'interviens tout au long du travail, parce qu'on s'entend très bien, parce qu'il y a des allers-retours constants. Il m'envoie ses dessins. D'abord, c'est des crayonnés très très rough, et puis au fur et à mesure que ça se précise, je reçois toujours les choses et je donne mon avis, qui est un avis de scénariste, pas un avis de gardien du temple, pas un avis d'auteur qui cherche à ce que la série romanesque soit respectée à la lettre. Je suis tout à fait ouvert à ces propositions. Je comprends tout à fait qu'un auteur qui adapte une œuvre puisse prendre des libertés, s'écarter de l'œuvre originale dans une certaine mesure, bien sûr, il ne faut pas exagérer. Mais bon, il faut accepter que c'est un autre artiste qui prend le bébé, si on veut, et que donc ça devient quelque part son œuvre plus que la mienne. D'accord, merci beaucoup. Je vous en
Bon, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions que les membres du jury souhaitaient vous poser. Donc, un grand merci de nous avoir consacré du temps cet après-midi pour y répondre. C'est très sympathique de votre part. Avec grand plaisir. Et puis, c'était des bonnes questions. C'était pas des questions habituelles. C'était très intéressant. Parce qu'on m'en pose souvent des questions. Hein. Donc, oui, il y a plein de questions que je connais par cœur. Ici, il y avait beaucoup de choses qui étaient inhabituelles. Et ça, c'est très, très agréable. Très bien. Bon, merci à vous. Et puis, bonne continuation dans vos prochains projets. Voilà. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi. À vous aussi. Au revoir. Au revoir à tous. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique. C'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé. Les sentiments, papier collant. Ça